Ok. Alors, bonjour à tous. Donc, on est ravis de vous retrouver pour cette première conférence de l'année. On a avec nous Jérémy Fontagneux, qui est enseignant de lycée à Drancy en région parisienne. Il est le créateur avec son collègue David Benoît du projet Réconciliation, donc, une expérimentation pédagogique qui va vous présenter tout au cours de cette conférence. Il est également auteur de l'École de la réconciliation, un professeur à Drancy, qui vient de sortir chez les éditions Les Liens qui libèrent. Donc, Jérémy va pouvoir discuter avec nous de coéducation, des outils et de la méthode qu'il a pu mettre en place dans son lycée. Et c'est bien sûr, c'est ouvert de la maternelle au lycée parce que il y a eu des adaptations qui ont été faites et la méthodologie ne s'est pas arrêtée au lycée. Mais Jérémy, je vais vous laisser commencer et pour tous les participants, pardon, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions du webinaire et Jérémy répondra à la fin de sa conférence. Voilà, je vous laisse la parole, Jérémy. Bonjour, excusez-moi, le retard, c'est ma faute. J'étais en cours jusqu'à 17 heures à Drancy et j'habite pas très loin, donc le temps de prendre le bus, j'ai traîné un peu. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. Merci beaucoup à Léa.fr d'accueillir cet échange-là virtuel. En effet, moi je suis prof à Drancy en lycée il y a quelques années, moi je souffrais beaucoup du manque de sérieux des élèves qui en classe faisaient des efforts mais qui avaient du mal à faire un peu plus que le minimum parce qu'ils avaient la flemme, parce que ce sont des ados, qu'ils manquent beaucoup de confiance en eux, ils ont beaucoup intériorisé, et c'est triste, le mépris social, le racisme qui existe en France, l'idée selon laquelle les banlieusards ne seraient pas tout à fait des Français comme les autres. Donc, d'une certaine manière, ils pensent que les études, c'est pas forcément fait pour eux, etc. Donc, du coup, moi, comme les collègues, on était en difficulté et on essaye tous de trouver des solutions pour un peu secouer les élèves en quelque sorte. Il y a beaucoup de décrochage scolaire à Drancy. Euh, et en fait, du coup, la chance que j'ai eue, si je puis dire, c'est qu'un peu par accident, par hasard, j'ai commencé à travailler avec les familles, avec les parents d'élèves. Ça s'est avéré super. En fait, les familles à Drancy, les familles des élèves que j'avais, se sont avérées extraordinairement précieuses. Elles m'ont beaucoup aidé, elles m'ont beaucoup renforcé en tant qu'enseignant. Elles ont renforcé mon autorité. Euh, Alors qu'au début, je les appelais essentiellement pour leur demander de secouer un peu leurs enfants. Donc c'était surtout du bâton, si je puis dire. C'est devenu à la fois autant du bâton que de la carotte, puisque au bout d'un moment, j'ai commencé à prévenir les familles de manière régulière. Au début, c'était des coups de téléphone ponctuels et puis c'est devenu des SMS parce que je voulais pas passer ma vie au téléphone non plus. Et puis, au bout de quelques mois, les SMS ont été envoyés pour toutes les familles parce que j'avais l'impression aussi que c'était un peu stigmatisant pour les élèves à qui j'envoyais, aux parents desquels j'envoyais des SMS. Je l'ai fait du coup pour tout le monde. Et en fait, ce qui est super, c'est que les élèves moyens se sentaient en fait davantage accompagnés en quelque sorte. Ils étaient un peu ils aimaient pas beaucoup l'idée que je tienne au courant les parents, mais d'une certaine manière, quand moi je les encourageais, les parents aussi, et quand moi je les secouais, les parents aussi. Mais du coup, ils avaient l'impression que du coup c'était une marque d'attention en quelque sorte. Et petit à petit, la relation avec les parents s'est faite de plus en plus régulière. Et maintenant, au bout de quelques années, donc moi au début j'étais seul et puis j'ai été rejoint par un collègue de mathématiques, David, qui est un ami par ailleurs, et on était tous les deux professeurs principaux d'une classe. Et à force de travailler avec les familles, on a développé une espèce de protocole de mise en lien entre parents et profs, de façon à créer ce que j'appelle dans les médias cette sorte d'alliance entre la maison et l'école. En gros, alors, je pense que tous ceux qui sont là ont peut-être déjà vu ou lu des choses, et parmi les questions auxquelles je vais répondre, il y aura peut-être des questions très générales et j'y réponds avec grand plaisir. Mais c'est vrai que pour moi, enfin, je pense que c'est important de faire la remarque suivante au sujet de la médiatisation. Il y a beaucoup de journalistes et beaucoup de médias à qui j'essaie d'expliquer que l'essence du projet consiste à appeler les parents à l'aide pour ne plus subir. Parce qu'encore une fois, hein,
l'origine de ce projet, de cette méthode, c'est le sentiment de frustration et la peur du fatalisme, en quelque sorte, qui nous tombe dessus très rapidement en tant qu'enseignant à Drancy, et pas qu'à Drancy, bien sûr. Mais du coup, cette méthode a eu comme objectif de nous donner de l'espoir à nous, en quelque sorte. Alors, il s'avère que ça fait réussir de manière formidable les élèves. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on n'a plus de redoublants, qu'on n'a plus de décrochage du tout, y compris pendant l'époque du Covid. Les élèves étaient tous présents dans les cours en ligne. Enfin, les résultats sont vraiment impressionnants et formidables, à la fois pour les élèves parce qu'ils sont contents, ils reprennent confiance en eux et ils changent complètement en regard vis-à-vis de l'école, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de leur destin, si je puis dire. Ils se disent, ah bon, bah, je peux viser telle filière, tel bac, je peux viser telles études supérieures, etc. Donc c'est vraiment formidable. Ils deviennent autonomes, donc c'est vraiment super. Les parents aussi sont très très reconnaissants, ce sont vraiment devenus des alliés formidables au cours du temps. Et puis du coup, pour nous aussi, c'est très très valorisant. Mais c'est vrai que dans la présentation médiatique, il y a parfois, et j'en suis désolé, le résumé à la con de regarder un prof qui fait 100% de réussite. La semaine dernière, j'ai eu la chance, je pense, le plaisir d'être interviewé par Sonia De Villers dans la matinale de France Inter. C'était une super interview parce qu'elle avait lu le bouquin, ce qui n'est pas le cas de la moitié des journalistes qui me posent des questions. Le bouquin présente en gros la démarche, mais vous n'avez pas du tout besoin de lire le bouquin. C'est un roman, c'est un prétexte pour faire parler du projet. David et moi, parmi les outils qu'on a créés pour les collègues, on a créé un petit guide qu'on envoie gratuitement. Il n'y a pas besoin d'acheter le livre du tout. Mais du coup, l'interview était super. Parce que elle avait compris que l'essence du projet, c'était non pas de se prendre pour des sauveurs ou non pas de mettre en avant des profs formidables, mais justement d'arrêter avec cette idée selon laquelle il existerait des profs formidables. Moi, je crois absolument que cette idée selon laquelle il existerait des profs héroïques, formidables ou exceptionnels, du coup, elle est dangereuse à la fois pour les élèves, parce que les élèves s'en remettent un peu à des profs sauveurs. Elle est dangereuse aussi pour les parents, parce que les parents, du coup, d'une certaine manière, disent bah, tout dépend du prof, et donc je croise les doigts, mais derrière, ce n'est pas mon action en tant que parent ne va pas forcément avoir d'impact. Donc ça déresponsabilise à la fois les enfants, ça déresponsabilise les parents aussi, et du coup, ça nous fait tout reposer sur nos épaules. Et justement, l'idée du projet, c'est de rompre avec cette idée-là selon laquelle les professeurs auraient suffisamment de ressources intrinsèques pour arriver à faire cours, à faire en sorte que les élèves fassent tous des efforts en classe, qui est déjà une prouesse. Faire en sorte que tous les élèves soient concentrés en classe, c'est quand même difficile, que ce soit en lycée ou en collège ou ailleurs. Mais donc, ça, c'est déjà assez difficile. Mais en plus, l'idée que le professeur aurait assez de ressources pour que les élèves à la maison soient sérieux, relisent, préparent la dictée en école primaire, l'évaluation de maths. Ma femme est professeure des écoles. Et elle-même, elle constate ce qu'on constate tous, c'est que bah, quand les élèves sont à la maison, ils ont des petites tâches à faire, des petites relectures à faire, mais que malgré le fait qu'on leur ait répété, n'oubliez pas de le faire, n'oubliez pas de le faire avec sérieux surtout, bah, du coup, généralement, ça suffit pas. Moi, j'ai pas assez de charisme, ou j'ai pas assez d'autorité, ou j'ai pas assez de, je suis pas un professeur génial, et j'ai l'impression que cette idée de professeur génial, du coup, ça nous menace parce que non seulement ça nous fait porter sur nos épaules tout le poids du boulot, et du coup, ça nous fait culpabiliser aussi d'une certaine manière. Moi, au début de ma carrière, je suis souffert de ça. J'ai cru que c'était de ma faute si les élèves n'y arrivaient pas. Donc, du coup, je l'ai vécu de manière culpabilisante. Et je crois qu'il y a beaucoup de collègues qui souffrent de ça. Et bien sûr que ce mythe est sympathique du professeur exceptionnel, etc. Mais c'est très réducteur et surtout, c'est pénible intellectuellement et surtout, c'est dangereux pédagogiquement parlant. Bon, et donc, y compris après la super interview de Sonia De Villers, il y a quelqu'un qui a dit on va mettre comme titre sur YouTube le professeur qui obtient 100% de réussite au bac. Donc c'est débile et je suis désolé, mais vraiment le cœur du projet, c'est de dire justement arrêtons avec cette idée selon laquelle les professeurs sont capables par eux-mêmes d'y arriver, d'être des héros. Alors je pense qu'on est capable d'être des héros. Je pense que élever des enfants, c'est quelque chose d'héroïque. Je pense qu'on est capable, sous certains aspects, d'être héros. Mais exiger de nous un héroïsme permanent, un peu sacrificiel, alors qu'on est sous-payé, en particulier les profs des écoles, que les conditions de travail se détériorent, le prof bashing, etc. Enfin, je trouve ça très malsain, alors que l'idée du projet est vraiment de dire les parents peuvent nous aider à faire notre boulot. Donc, l'idée du projet, de la méthode, est en gros de faire en sorte que les parents
remettre l'école au centre de la maison, de façon à ce que les enfants sentent que le discours du prof est en fait le même que le discours des parents, que le discours des parents est le même que le discours des profs, et donc ça nous donne un peu plus d'autorité ou de crédibilité, parce que chez nous, à Drancy, les professeurs ont beaucoup moins de crédibilité ou de légitimité ou d'autorité que les parents. Les élèves respectent beaucoup les parents. À l'inverse, les professeurs, bon, juste de passage, et puis on fait un métier qui est souvent mal vu ou qui est vu comme un métier pas prestigieux. Donc, du coup, les élèves ne respectent moins que leur famille. L'idée, donc, c'est qu'il y a une forme de transfert d'autorité qui, du coup, nous facilite notre tâche en tant qu'enseignant parce qu'on a beaucoup moins à courir après les élèves, c'est-à-dire en lycée, par exemple, il y a beaucoup d'absences, de manque de ponctualité. Puis en classe, manque de concentration, bavardage, le travail bâclé, du mauvais esprit, etc. Il y a quasiment plus ça à partir du moment où les élèves ont l'impression que les parents sont au fond de la salle. Très concrètement, l'alliance avec les parents donne l'impression aux enfants que les parents sont dans la pièce. Et à Drancy, ça fait une différence énorme. C'est-à-dire que j'annonce, et ces jours-ci, là, moi j'ai eu 2 classes de seconde pour la première fois ce matin, je leur ai annoncé les règles, voilà, il y a des évaluations chaque semaine, etc. Enfin bon, chacun en fait comme on veut, comme on peut. Et puis je leur ai dit, le plus important, c'est que tout ce qui se passe dans le cours de SES remonte aux familles. Alors cette formule est bien sûr exagérée, elle produit une espèce de terreur généralisée chez les enfants, qui du coup tout de suite se disent, oh putain, c'est comme s'il y avait mon papa ou ma maman derrière moi. Et c'est vrai qu'ils sont très respectueux à l'égard de leurs parents. Et donc, tout d'un coup, ils le sont vis-à-vis de moi. Jusqu'ici, ils disaient, bah, cause toujours, tu m'intéresses. Et puis là, tout d'un coup, ils disent, attends, mon papa, il va tout courant. Donc, en fait, ils font beaucoup plus d'efforts, ce qui, moi, me favorise, facilite énormément mon travail. Et c'est vrai que dans les outils qu'on a développés, David et moi, à Drancy, et qu'on transmet aux collègues qui sont intéressés, hein, on en reparlera en conclusion, mais en gros, c'est une présentation un peu générale. Après, moi, j'essaie de garder le contact avec chaque professeur qui se lance parce que ce projet ou cette méthode n'est pas du tout une méthode magique, contrairement une recette miracle, contrairement à ce que les gens qui généralement sont extérieurs à l'éducation nationale croient voir. C'est d'ailleurs pénible parce qu'on reçoit plein de compliments de ah, c'est formidable, il n'y a qu'à Faucon, tous les professeurs devraient, etc. Donc les conneries habituelles, c'est pas du tout une recette miracle, c'est juste une méthode qui consiste à créer ce climat de confiance, en gros, avec des petits gestes tout bêtes, appeler tôt, parler d'une certaine manière aux parents, leur proposer de venir au courant avec des SMS, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour que des SMS hebdomadaires, des petits comptes rendus, ne prennent pas plus d'une demi-heure par semaine? Nous, on a trouvé des petites techniques qu'on transmet aux collègues, vous voyez, à la fois dans un guide qu'on donne aux collègues, qu'on transmet par mail, et puis on a fait des petites vidéos tuto où moi je montre comment j'envoie des SMS, ça me prend 20 minutes par semaine, pas plus, avec des petites astuces, si je puis dire. Même de la même manière, la façon dont je parle aux parents qui fait que les parents me suivent. L'année dernière, en septembre dernier, je me suis filmé en train d'appeler les parents. Et la manière dont je leur parle fait que les parents finissent par dire oui, en quelque sorte. Donc, ces petites techniques sémantiques, si je puis dire, et surtout, c'est une sorte d'état d'esprit au cœur de la méthode. C'est d'une part considérer que les parents sont des alliés indispensables. Nous, on ne prétend absolument pas que c'est le cas. On considère, on croit que c'est le cas, mais c'est subjectif. On ne considère pas que c'est vrai. On a cette vision-là, elle est très subjective. Notre pédagogie est critiquable sous plein de points différents et elle est donc imparfaite comme chaque pédagogie, je crois. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est pas du tout la vérité, mais c'est une conviction que nous avons. Et donc, à partir du moment où on a cette conviction-là, on ne s'adresse pas aux parents de la même manière. Parce que si on a besoin d'eux, ça veut dire que d'une certaine manière, il faut qu'ils soient avec nous et il faut leur donner envie de faire le boulot qu'on leur demande de faire. Parce que concrètement, encore une fois, la méthode ne consiste pas à travailler plus, mais en fait, d'une certaine manière, à faire travailler plus les parents pour faciliter notre boulot. Bon, donc ça, c'est en gros le cœur de la méthode. Et le contact personnel avec chaque prof qui se lance, on est une soixantaine maintenant, dont 10 professeurs des écoles, 30 professeurs de collège et 20 à peu près professeurs de lycée général technologique et professionnel. Et il y a une collègue qui se lance en BTS. Donc là, on a
des professeurs là sur cette deuxième promotion, parce que l'année dernière, il y avait une dizaine de professeurs un peu partout en France qui ont repris la méthode et qui se la sont appropriée, qui l'ont changée, etc. Du coup, là, on est une soixantaine, donc c'est formidable. Et c'est le seul but de la médiatisation, c'est de faire en sorte que des collègues qui ont entendu parler, qui sont intéressés, nous écrivent et puis on se parle. Pour moi, le contact personnel, il est très important parce que la méthode est formidable. Si le professeur a envie et qu'il se lance, ça produit des ouvertures d'horizon qui sont extraordinairement riches en espoir et en réussite. C'est formidable. Moi, comme professeur à Drancy, je suis comblé. Enfin, pardon, je ne veux pas non plus exagérer, mais enfin voilà, les élèves viennent tous, ils sont tous sérieux, ils bossent tous, ils y arrivent tous. Enfin, c'est un rêve. Et les collègues qui viennent à Drancy hallucinent en disant je comprends que tu es la pêche et que tu es plein d'énergie quand tu vis ce spectacle-là. Donc c'est vraiment génial, c'est super. Et donc je le confirme aux collègues, mais en même temps, c'est nouveau. C'est quand même un peu désagréable parce que le travail avec les familles, ça prend un peu de temps en début d'année en particulier quand il faut poser les bases. Et puis il y a aussi une forme de charge mentale, c'est-à-dire que à partir du moment où on tient au courant les parents pour les garder mobilisés, du coup, ça veut dire qu'on a aussi parfois des parents, non pas à gérer, mais des parents à garder dans un coin de notre tête. Donc c'est une charge mentale. Et puis les parents sont des êtres humains. Donc il y en a qui sont pas commodes, il y en a qui sont de mauvaise foi, il y en a qui sont lâches parfois comme nous le sommes tous, je crois. On a une part de lâcheté en nous, parfois on manque de courage et donc on va envoyer chier notre interlocuteur parce on n'a pas bien dormi ou qu'on a des soucis. Bon, donc parfois il y a ça et c'est aussi la difficulté du travail avec les familles. Et du coup, pour moi, le contact personnel avec chacun des profs qui se lancent, il est très important parce que je ne veux pas transmettre ces outils-là au grand public ou sur Internet. Il y a des collègues qui m'ont proposé ça, qui me proposent parfois, est-ce que je peux en parler à d'autres collègues pour qu'ils se lancent aussi? Je leur dis oui, mais donne-lui mes coordonnées de façon à ce qu'on parle, et c'est ce que je proposerai à chacune d'entre vous à la fin de cet échange-là. S'il y a des collègues parmi vous qui ont envie de se lancer, vous êtes les bienvenus, vous allez rejoindre une aventure qui est collective, puisque, comme je l'ai dit, on est maintenant une soixantaine. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'entraide. On a créé un petit groupe Facebook où il y a plein de cœurs et de soutien. Alors, c'est peut-être un peu naïf, pardon, je suis peut-être un peu bisounours, mais voilà, j'aime bien ça. Je pense que la violence du métier aussi rend précieux cette solidarité-là ou ce soutien-là. Et surtout, moi, je suis là pour les collègues. Individuellement, j'essaie le mieux possible. Pour l'instant, j'y arrive. Peut-être que quand il y aura trop de monde, du coup, il va falloir que j'apprenne aussi à lâcher prise. Donc, je vais retravailler sur moi-même. Bon. Mais du coup, pour moi, c'est important d'accompagner les collègues parce que c'est quand même une aventure formidable, magnifique, géniale, mais qui est un peu bouleversante avec des hauts, des bas, des difficultés. Donc, pour moi, c'est important d'être là au contact des collègues. Et donc, du coup, je ne vais pas tout révéler, entre guillemets, si je puis dire, parce que je n'ai pas le temps. Déjà, 20 minutes, ça ne suffit pas. Généralement, on se parle 1 heure au téléphone avec les collègues. Mais par contre, je vous invite avec très, très grand plaisir, si vous êtes intéressé, à m'envoyer un mail, jérémy.fontagneux@acréteil.fr, c'est mon adresse, ou me créer une adresse projet.réconciliation@gmail.com, mais on fera peut-être le rappel à la fin. On en reparlera aussi, mais Léa.fr crée un groupe de travail au sujet de la coéducation qui peut aussi, si vous n'avez pas envie forcément qu'on entre en contact, et je le respecte absolument, il n'y a aucun plaisir, il n'y a aucun problème, avec plaisir, excusez-moi, il n'y a aucun plaisir, pardon. Il n'y a aucun problème, excusez-moi. Et donc, vous pouvez aussi, si la coéducation vous intéresse et que vous voulez vous lancer sans forcément qu'il y ait ce contact ou de rejoindre cette communauté qui ressemble à une secte, du coup, il n'y a pas de problème. Et le groupe Léa.fr peut être super de ce point de vue-là. Moi, j'interviendrai tout au long de l'année sur le groupe Léa.fr de temps en temps, aux côtés d'autres acteurs, à la fois de la communauté de Léa.fr et puis de chercheurs en sociologie, pour alimenter ce groupe-là. Ces outils qu'on a créés à Drancy et qui marchent de façon formidable, à la fois en lycée général, lycée pro, techno, et puis en collège et en école primaire, et bientôt dans le supérieur peut-être, j'espère. Ces outils sont vraiment formidables, mais ne fonctionnent que si vous en avez envie et si vous êtes prêt à vous lancer. Si moi je peux vous apporter mon aide, c'est avec très grand plaisir parce qu'à chaque fois qu'un professeur se lance et qu'il m'envoie un SMS, y compris tout à l'heure, j'ai reçu un SMS il y a
17h14 de Florence qui m'a écrit premier coup de fil aux parents, retour parents enthousiastes pour le suivi, les SMS, la double notation. Je continue, merci pour tout et à bientôt. Bravo Florence, génial. Donc moi je revis à chaque fois qu'un collègue, avec les petits outils qu'on leur donne, les petites astuces, se rendre compte qu'en fait les parents peuvent être des alliés, des partenaires afin de sortir de la souffrance de notre métier. Et puis cette communauté qui grandit est une source de joie et de fierté immense pour moi. Donc voilà, j'ai essayé de résumer vite, trop vite peut-être la méthode, excusez-moi. Je suis là, si vous êtes intéressé, je vais répondre à vos questions avec un très grand plaisir. Et puis dans des échanges plus longs, individuels, dans les jours prochains, avec très grand plaisir. Moi, je consacre beaucoup de mon temps et de mon énergie à ça, parce que on a mis 10 ans pour formaliser cette méthode-là, qui est d'ailleurs une méthode, il y a plein d'outils, les collègues disent, mais en fait, je le faisais déjà ça. Donc nous, on a rien inventé, hein, on a formalisé. On a juste mis un nom, mis des piliers, bon, et c'est vrai que ça rassure ou c'est inspirant pour des collègues. Il y a plein de collègues qui disent, mais je le faisais déjà, et donc trop bien. Et donc c'est formidable. Donc on n'est vraiment pas, vous voyez, on n'est vraiment pas des génies du tout. Et au contraire, l'idée c'est aussi de se dire, bah, les professeurs qui croient en ça, venons se rejoindre pour former une espèce de famille parce qu'on se soutient, que c'est sympa. Et donc ceux qui ont envie, vous êtes très bienvenus. Et ceux qui préfèrent garder de la distance et tout, il y a aucun problème. On fait tous un métier difficile. Je vous remercie déjà d'être là et je vais essayer de répondre le mieux possible à vos questions. C'est là le principe. Merci. J'arrive. Me voici. Je vais bien rester comme ça, avec une tête de con. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. On a reçu pas mal de questions, donc je vais commencer. Cool. Est-ce possible pour débuter d'être le seul d'une équipe de classe à mettre en place les outils que vous proposez? Est-ce qu'il s'agit d'une question d'un professeur en collège ou un professeur des écoles au sein d'une école? Alors, j'ai pas l'information, mais je pense que en lycée. Ah d'accord. Oui, c'est tout à fait possible. Et nous, on recommande même aux collègues qui se lancent de le faire seulement dans leur matière. Parce que c'est comme ça que moi-même j'ai fait il y a 10 ans. Puis mon collègue m'a rejoint. Donc, moi, je le faisais en SES. Puis on l'a fait en SES et maths parce qu'on a créé ce noyau-là. Et puis ensuite, on est allé voir les collègues. Petit à petit, on a créé une équipe pédagogique parce qu'évidemment que 100% dans les bac, il ne dépend pas déjà d'un seul prof parce que c'est l'inverse de l'esprit du projet, comme vous avez compris, je pense. Par ailleurs, le travail avec les collègues est formidable et source, c'est un levier pédagogique qui est formidable, le travail avec les collègues, mais dans le même temps, il prend beaucoup de temps et d'énergie. Nous, on recommande aux collègues qui se lancent dans le travail régulier avec les familles d'y aller mollo, parce que c'est déjà un bouleversement formidable, mais c'est déjà un bouleversement, et donc on leur conseille de le faire juste en tant que prof d'une matière, professeur principal ou pas, de prévenir les collègues pour pas qu'il y ait de malentendus. Et puis petit à petit, les collègues enfin, le généralisent, mais dans un premier temps, ils le font pour leur matière. Oui, non seulement c'est possible, mais c'est même le conseil qu'on leur donne, même s'il y a parfois des collègues l'année dernière, sur les 15, qui ont repris la méthode en lycée ou en collège. Il y en a qui l'ont fait en tant que professeur principal, en allant chercher les infos dans les autres cours, dans les autres matières, etc. Je leur ai dit en septembre, ne faites pas ça. Vous allez exploser en vol, ça va être trop de boulot. Ils m'ont dit, on a envie d'essayer. Je leur ai dit, OK, je suis avec vous, je vous soutiens, mais j'ai peur que ce soit trop difficile. Je vais être honnête avec vous, les 5 qui ont fait ça sur les 15 l'année dernière, au bout de 2 mois, ils étaient pas loin du burn-out. Donc, du coup, je leur dis, écoute, c'est pas grave. Ce qu'on fait aussi dans notre métier, c'est qu'on tire des leçons de l'expérience, des expériences qu'on fait. Donc, du coup, les 5 là, il y en a une qui a arrêté, il n'y a pas de souci. Et puis, il y en a 4 là qui, du coup, eux, ont refait le projet cette année avec beaucoup plus de confiance et c'est formidable et qui surtout se limitent à leur matière. Alors, on a une nouvelle question qui est un petit peu plus technique. C'est pour les SMS, est-ce que vous utilisez votre propre numéro de téléphone personnel? C'est une très bonne question. Au début, moi, j'utilisais mon téléphone parce que je l'ai fait de manière improvisée. Je me suis pas trop posé la question au début oui, mais vie privée, vie perso, etc. Et en fait, ce qui est très important, c'est que le fait d'être à l'initiative de ces échanges réguliers vous donne en tant que professeur un pouvoir considérable. C'est-à-dire que
les parents sont très reconnaissants du fait que vous appeliez aussitôt dans l'année. Et il y a parfois des collègues qui me disent, oui, mais professeur des écoles aussi, il y a la proximité physique, etc. Oui, mais c'est pas la même chose d'informer les parents d'une réunion qui va avoir lieu de manière informelle ou avec un mot qui est transmis aux enfants, que de les appeler un par un. Parce que les parents, en fait, sont touchés par ce geste-là, qui est dire, vous prenez sur votre temps, vous n'êtes pas payé, c'est vrai. Et donc, du coup, souvent, ils nous aiment bien pour cette raison. Et à partir de là, du coup, ça vous donne le pouvoir de décider des règles, du cadre dans lequel cette relation va se faire. Donc, par exemple, euh, moi, je considère qu'au-delà d'une certaine heure, au-delà de 19h ou 20h, le travail n'a plus trop sa place à la maison. Et donc, s'il y a une maman ou un papa qui m'appelle à 20h, je ne vais pas répondre. Et puis le lendemain, je lui envoie un message. Bonjour monsieur, excusez-moi, je ne vous ai pas répondu hier, il était tard. Et les parents ne sont pas cons non plus, ils savent ce que ça veut dire. Et donc, du coup, au sujet de la relation avec les parents, une fois qu'on est lancé, le fait d'utiliser son téléphone portable perso ou non ne pose pas de problème dans la mesure où c'est vous qui contrôlez cette relation. Et quand parfois il y a des parents qui contrôlent, vous les recadrez. Et moi, ma femme, l'année dernière, a eu affaire à un papa d'élève qui l'aimait beaucoup, mais qui l'aimait un peu trop, si je puis dire. Et donc, du coup, elle lui a dit, écoutez, je suis la prof de votre enfant et pas autre chose. Et puis, par ailleurs, je suis marié. Et par ailleurs, mon mari est formidable. Mais du coup, recadrer une fois ou deux et ça n'a pas suffi. Elle a fini par le bloquer. Hélas, mais encore une fois, ces outils doivent protéger le professeur contre le sentiment d'impuissance et ne pas être une charge. Et donc, moi, je le fais avec mon numéro, mais il y a une collègue dans le groupe là qui a déclenché l'hystérie il y a quelques jours en apprenant aux autres collègues, et moi y compris, trop bien, que en fait, comme elle était abonnée free, elle a pris une ligne à 1 € par mois avec SMS illimité, et du coup, elle a créé un numéro pour le travail avec les parents. Elle a mis comme message vocal: bonjour, vous êtes bien sur le portable professionnel de Madame Machin. Après 18h, je ne consulte plus ce téléphone, le week-end non plus. Elle l'a dit aux parents, etc. Donc vraiment, le fait que vous soyez à l'initiative, que ce soit sur la question du numéro perso ou d'un numéro privé, des heures, du mode de la relation, le fait que vous ayez été à l'initiative vous permet de cadrer de manière assez ferme, parce qu'encore une fois, les parents sont très reconnaissants du fait que vous ayez fait le premier pas, et quand même, tout ce qu'on fait là, on n'est pas obligé de le faire. Et donc, du coup, à tout moment, vous pouvez décider d'arrêter. C'est ce que les collègues ont fait aussi l'année dernière, à la suite d'échanges pénibles. Ils ont dit, bon, là, stop, fini. On a un autre enseignant qui nous demande, donc je pense qu'il est plutôt en primaire, qui nous demande est-ce que le cahier de texte ne remplit pas cette fonction de lien avec les parents? Oui, tout à fait. En lycée, il y a chez nous Pronote, qui est un logiciel. Il se trouve que dans les quartiers populaires, les parents sont pas forcément tous connectés. Il y en a plein qui n'ont pas de smartphone. Et puis par ailleurs, ils sont pas forcément à l'aise avec les outils informatiques. Euh, Enfin, l'outil Pronote, c'est une catastrophe d'un point de vue ergonomique. Moi, je m'arrache les cheveux pour envoyer des mails aux collègues ou aux parents avec des pièces jointes qui ne doivent pas dépasser certains poids, etc. Enfin bon, c'est pénible, c'est mal foutu, et donc moi, ça me fait chier. Donc, les SMS, pour moi, sont plus pratiques, et surtout, ils sont directs. Ça arrive dans la poche du papa ou de la maman. Et donc, il y a déjà des outils qui existent, mais c'est vrai que l'outil SMS s'est révélé le plus pratique chez nous. Dans le même temps, dans la soixantaine de profs, il y en a qui utilisent l'ENT, en particulier dans des quartiers un peu plus favorisés, si je puis dire, où les parents sont très connectés, sont très au fait des outils de l'éducation nationale. Et donc, le suivi peut se faire de cette manière-là. En fait, chaque professeur se réapproprie le projet à sa manière. Le cœur du projet, c'est d'appeler tous les parents, de créer cette adoption et donc de travailler ensemble. Ensuite, les modalités varient beaucoup et les SMS ne sont pas un totem. Et il y a des professeurs qui utilisent en effet soit le cahier de texte, soit l'interface officielle. Alors, on a une question. Est-ce que vous avez une astuce pour les parents qui ne jouent pas le jeu? Alors, c'est une bonne question. J'aime bien la manière dont elle est posée. Parfois, on me dit, oui, mais les parents des missionnaires, alors vous en faites quoi? Nous, en 10 ans à Drancy, on n'a rencontré aucun parent démissionnaire. On a rencontré des parents qui étaient en difficulté, des parents qui avaient l'impression d'être impuissants. On a rencontré des parents qui étaient en difficulté ou qui manquaient d'outils. Au cœur du projet, il y a quand même une espèce d'optimisme de dire, écoutez, on va y arriver. En fait, c'est l'une des astuces
qu'on transmet aux collègues, c'est quand vous appelez la première fois, n'appelez pas pour vous présenter. Vous appelez pour vous présenter et pour dire que cette année, ça va pas être comme les autres années. En début d'année scolaire, il y a chez tous, les profs comme les enfants, comme les parents, l'espoir secret que les choses soient différentes. C'est comme en chaque début d'année, vous voyez, le 1er janvier, on se fixe des bonnes résolutions que 10 jours après, on ne tient plus. Parce que c'est un truc qu'il y a dans la nature humaine de croire que les choses vont être différentes de l'année précédente. C'est la beauté du concept de liberté. Donc du coup, le fait d'appeler durant cette phase stratégique du début d'année pour dire, je vous appelle pour vous dire, pour vous annoncer une bonne nouvelle. Alors, dit comme ça fait un peu prophète. Il y a un peu de ça. Il y a vraiment au cœur du projet l'idée d'optimisme, enfin l'optimisme ou une forme de prophétie autoréalisatrice de dire, écoutez, je ne sais pas si on va y arriver, mais on se le fixe comme objectif. On va y arriver, vous allez voir, ça va être super. Ce qui est sûr, c'est que si on n'est pas certain, convaincu que ça va marcher, ça va pas marcher. Et c'est vrai que sur ce discours-là, avec la manière dont on parle, on n'a aucun parent qui nous dit ça m'intéresse pas. Donc en début d'année, on a tous les parents. Après, du coup, c'est le début ce n'est pas un long fleuve tranquille. La relation avec les parents évolue au cours d'année. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés. Nous, on a beaucoup progressé dans la diplomatie, dans la manière de parler aux familles, d'avaler des couleuvres. Parfois, quand les parents sont ingrats, vous leur envoyez 4 SMS à la suite avec de bonnes nouvelles, ils ne vous répondent pas. Et puis un jour, il y a un petit quoi qui est là, ça y est, il vous appelle. Bon, donc du coup, l'idée est d'apprendre d'une certaine manière ce que nous, on a appris à Drancy, c'est si on considère que les parents sont indispensables et que si on perd les parents, on perd les élèves, du coup, on va tout le temps les chercher. On leur dit s'il vous plaît, merci, etc. C'est pas de la démagogie, hein, c'est vraiment c'est de l'accompagnement avec les parents comme si c'était les élèves, parce qu'une fois qu'on a les parents, derrière les élèves, ils sont avec nous. Donc les parents qui parfois manquent de bonne volonté ou qui parfois ne jouent pas le jeu, pour reprendre la formule qui est jolie, du coup, on ne lâche pas, on les relance et surtout, et c'est quelque chose qui est au cœur de la démarche, quand les parents font le boulot qu'on leur demande de faire, de répéter, de dire attention, de nous soutenir quand il y a des couacs, etc., les élèves font beaucoup moins de bêtises et ça nous libère du temps et de l'énergie qu'on peut consacrer à nos séquences, à nos évaluations, à notre accompagnement des élèves. Et ce processus-là, on le fait tous, hein, de remettre en cause nos propres pratiques, etc. Mais le fait d'avoir les parents de manière invisible avec nous, auxquels on envoie des SMS chaque semaine, ça nous oblige aussi d'une certaine manière à leur rendre des comptes, ce qui nous permet de nous améliorer. En fait, le cadre avec les parents, à la fois permet de mettre de côté toute la mauvaise volonté des élèves ou de mettre un peu entre parenthèses la flamme des élèves, ce qui facilite considérablement notre tâche, mais ça nous met aussi en branle dans la mesure où on est stimulé et tiré vers le haut, mis sous pression en fait pédagogique pour réinventer nos cours avec l'obligation de, pour rappeler en début d'année, on a promis que ça allait bien se passer et donc il faut tendre vers cet objectif-là. Et donc du coup, je dis tout ça parce que le principal outil ou le principal levier qu'on a pour emporter l'enthousiasme des parents, c'est que ça marche. Les cours sont de plus en plus efficaces, ils sont de plus en plus prenants pour les élèves, ils sont de plus en plus les élèves reviennent en disant oh, c'est vrai que les cours ils sont sympas, donc du coup les parents se disent bon c'est pas du bluff, il y a quelque chose quand même qui se passe, etc. Et puis il est sympa de nous envoyer un SMS. Donc on finit par les avoir à l'usure, si je puis dire. Alors, on a une question pour la réunion de rentrée avec les parents. Donc déjà, est-ce que on reçoit seulement les parents ou les parents et les enfants? Et est-ce qu'on fait un contrat simplement moral avec les parents ou est-ce qu'on fait un document écrit? Alors, il n'y a pas de réponse unique à cette question puisque chaque professeur s'appropriant la méthode et l'adaptant à sa façon, du coup, il y a des collègues qui font des réunions physiques et moi-même à Drancy, alors je ne le dis pas dans les médias pour pas faire peur, mais la vérité c'est que cette méthode, je l'utilise pour mes élèves de terminale dont je suis le professeur de SES de spécialité. Et donc, c'est la grosse matière, c'est comme si j'étais professeur principal, si je puis dire. Et donc, du coup, eux, je les appelle, puis je les vois physiquement. Je les ai vus samedi dernier, le 3 septembre, les trois quarts. Et puis là, le dernier quart qui n'était pas là, qui n'a pas pu venir, je le vois ces jours-ci au lycée. Et dans 10 jours, j'aurai vu tous les parents. En gros, comme chaque année, le 15 septembre, j'ai vu toutes les familles de terminale. Par contre, je fais aussi la méthode avec les élèves de seconde que j'ai. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai annoncé aux élèves de seconde tout ce qui se passe ici, remonte aux parents. Bon,
du coup c'est exagéré, mais je fais la méthode aussi pour mes classes de seconde. Et par contre, je ne vois pas les parents de seconde. Je les appelle, ça dure 5 minutes, je leur expose les grandes lignes de la méthode et je leur demande s'ils sont d'accord pour que je les tienne au courant. Et donc, il n'y a pas de rencontre physique, donc il n'y a aucune nécessité. Après, c'est en fonction de ce que vous voulez. C'est vrai que moi, comme je demande beaucoup d'efforts aux élèves de terminale, j'ai besoin d'un gros soutien des parents. Et donc, le fait de se voir, pour moi, est important. Et du coup, ça permet aussi de répondre à la deuxième question. Euh, je ne crois pas dans notre système juridique. Je pense que les lois, d'une certaine manière, sont toujours la traduction d'un rapport de force. Et surtout, je sais, c'est pas une grande expérience en la matière, mais enfin, il suffit de regarder autour de nous pour voir que il suffit d'avoir un bon avocat pour que n'importe quel contrat explose en l'air. Donc, je sais que le juridique a peu de valeur. Moi, je crois beaucoup plus en la morale et en un engagement spirituel, si je puis dire. Vous allez dire, Fontanier est un anarchiste et tout. Et ce que je veux juste dire, c'est que je ne veux pas faire signer de documents aux parents parce que d'une part, pour moi, ça n'a pas de valeur. C'est Christiane Taubira, il y a quelques années, elle avait fait sensation en disant je n'ai pas de patron, François Hollande c'est le président, moi je suis ministre, mais je m'en fous, mon seul patron c'est ma morale. J'aime bien cette idée et j'aime bien l'idée que d'une certaine manière, ce qui nous lie, c'est une sorte de contrat de confiance parce que l'idée, le cœur de l'alliance avec les familles, c'est justement de sortir de ce rapport un peu informatisé ou bureaucratisé ou euh, comment dire, rendu un peu trop inhumain. Là, l'idée, c'est de dire, écoute, je suis là, tu m'entends, tu me vois, je vois ce que tu fais en tant que parent. On fait une alliance entre frères, pardon, c'est un peu exagéré, mais entre êtres humains qui partageons des objectifs communs, qui est de celui de faire grandir les enfants. Et donc, le contrat, il se fait dans les yeux. Et un contrat dans les yeux peut être rompu aussi. C'est là aussi où les SMS ont comme objectif de garder les parents avec moi et d'essayer de raviver cette flamme de n'oubliez pas, nous nous sommes promis que nous allions réussir, malgré les affres de la vie et les difficultés qui sont très nombreuses. Mais donc, du coup, je crois peu aujourd'hui qu'il y a quelque chose quand même d'intimidant ou de bizarre. Enfin, pardon, mais moi, je sais pas, je n'aime pas le truc formel. En plus, là, à Drancy, il y aurait vraiment un côté l'État français vous sonde. Vous voyez, parfois, j'utilisais moi il y a quelques années le verbe de convoquer. On va convoquer les parents d'élèves. C'est marrant parce que France 2 l'année dernière nous suivait. J'explique à la journaliste le projet, etc. On fait la réunion et puis quand le truc sort, elle dit les parents sont convoqués, mais les parents ne sont pas convoqués, les parents sont invités. On leur demande s'il vous plaît venez et quand ils viennent on leur dit merci parce que nous allons unir nos forces. Donc c'est pas une convocation, l'idée c'est de sortir aussi de ce rapport que je pense le juridique, rien contre les notaires, les avocats, etc. Les spécialistes du droit. Excusez-moi si vous avez des fiscalistes dans votre famille ou des fiscalistes, des juristes, excusez-moi. Je crois davantage en l'alliance des cœurs et des âmes. Euh, par contre, sur la question de est-ce qu'on le fait avec les enfants ou pas, moi, comme je suis un peu vertical, un peu austère à Drancy, que je mets les élèves à distance en disant, vous, je ne vous parle pas, je parle à vos parents, et vous allez faire ce que nous, les adultes, vous disons de faire, même si vous ne comprenez pas, vous comprendrez à la fin de l'année. Ce que j'ai dit au terminal tout à l'heure, vous le voyez pour la première fois. Je leur ai dit, en gros, faites ce que je vous dis, à la fin, vous comprendrez. Et on pourra débriefer, on pourra dialoguer, etc. Mais juste là, on n'a pas le temps, on a trop de travail à faire. Donc, je ne vois que les parents. Il y a d'autres collègues qui ont fait des réunions avec parents et enfants parce qu'il y a quelque chose de beau dans l'idée d'expliquer aux élèves pourquoi on fait tout ça, etc. Moi, je ne le fais pas. Mais après, ça dépend de chacun. Ok, merci. Alors, là, on a une question sur le contenu des SMS. Donc, est-ce que ça porte sur des comportements, des résultats particuliers ou des remarques générales? L'idée du SMS, c'est de tenir au courant la famille de ce qui se passe au lycée. Ce qui se passe au lycée, du coup, peut revêtir de nombreuses formes différentes, évidemment. Et en fait, ce que nous, on a fait par hasard et qui s'est avéré efficace et que du coup, maintenant, on a gardé, en fait, à l'origine, on avait mis en place des évaluations hebdomadaires parce que c'est vrai que les élèves ont tendance à pas beaucoup réviser et que des évaluations fréquentes les obligent en quelque sorte à réviser davantage. Sauf que quand on a commencé à communiquer avec les familles, peu de temps après, du coup, on a calqué les SMS sur les évaluations parce qu'il y avait quelque chose d'effrayant pour les élèves et donc de très efficace et puis quelque chose de valorisant pour les élèves qui avaient bossé
que les parents sachent le soir même la note qui était tombée le jour J. Donc en fait, on envoie un SMS qui est centré sur la note. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que la pédagogie, l'éducation sont des domaines qui sont extraordinairement riches et complexes, dont on peut parler pendant des heures, individuellement pour chaque élève, qui est un univers cognitif différent des autres, magnifique. Mais c'est vrai que je ne peux pas envoyer des romans à chaque parent. Enfin, je pourrais, mais je passerai ma vie à envoyer des SMS ou à appeler les parents au téléphone. Et c'est pas l'idée, encore une fois. Donc, par pragmatisme, en quelque sorte, pour ne pas passer trop de temps, le SMS, il se base sur la note et derrière, on fait une appréciation sur le boulot, sur la concentration, sur les efforts, etc. Bon, ça, c'est un peu le cadre général, mais ensuite, on individualise un peu aussi en fonction des élèves. Je vais envoyer ce soir mes premiers SMS aux parents de terminale. Qui va être à peu près le même pour tous parce qu'ils ont tous été sérieux, ils ont fait les efforts. Donc je vais leur dire, ils ont été sérieux, ils ont fait les efforts. Tout à l'heure, j'ai envoyé un SMS au papa d'Inès parce que cet après-midi, elle s'est fait coller, la maman d'Inès. C'est un fiasco, je vous dis. Première séance de SES solide ce mercredi après-midi. Elle était sérieuse, concentrée, elle a même participé. C'est très positif. Attention à l'heure par contre, elle nous a rejoint avec un gros retard. Et je la revois 1 heure demain pour cette raison. Donc c'est la première heure de colle de l'année. Rien de grave, cela dit, je l'ai rassuré à la fin. Demain, cours ensemble de 9 à 11. Donc en fait, mon SMS consiste à dire, votre fille est arrivée en retard, je l'ai collée. Elle est collée avec moi 1 heure demain, donc c'est sévère. Mais c'est comme ça, il faut arriver à l'heure. J'avais prévenu un parent que je serais sévère, que je serais sec. Mais je le tourne de façon jolie. Elle a été sérieuse à la fin. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, etc. De façon à ce que je dise, elle a fait une bêtise, elle est punie, mais c'est pas très grave et on avance. Et d'ailleurs, demain, elle va faire son heure d'école. Je dis, vous avez fait une erreur, vous êtes puni. On oublie, on passe à la suite. Donc, du coup, les SMS sont souvent basés sur la note, mais en même temps, voilà, dans ce genre de petits cas, Alors, comment gérez-vous les élèves qui subissent la pression parentale par rapport à leurs notes, puisqu'on sait bien que parfois des parents peuvent être maltraitants en exerçant une pression psychologique sur leurs enfants. et pas qu'au sujet des notes d'ailleurs. Le fait de parler avec les parents, d'échanger avec eux, permet de sentir les familles. Et il y a des parents qui parfois, dans la façon dont ils parlent de leurs enfants, nous permet malheureusement de sentir que il y a parfois de la souffrance à la maison, il y a de la violence morale parfois, psychologique, physique, ça arrive parfois, mais surtout de la violence psychologique ou morale. La famille est un lieu qui est hyper important, hyper beau, mais qui est en même temps aussi, comme vous le savez, un lieu de névrose et de tension et qui peut être parfois très toxique. Et donc, du coup, la façon dont les parents traitent les enfants, c'est une donnée qu'on sent petit à petit à travers les échanges, à travers les échanges, le premier échange téléphonique ou l'échange quand on en parle. Et puis l'enfant, parfois, il nous en parle aussi. Sauf que comme les élèves, et c'est ça qui est formidable, les parents sont des êtres humains qui ne sont pas complètement déterminés, c'est-à-dire qu'ils peuvent bouger, qu'ils sont libres et que du coup, même si ils ont des habitudes, même s'ils ont des conceptions qui peuvent parfois être différentes des nôtres, ce sont des êtres humains libres et qui du coup peuvent se mouvoir. Et donc le travail avec les parents consiste aussi bien à les informer et à s'appuyer sur leur autorité qu'à parfois les pousser à faire des pas de côté ou c'est des demandes parfois de notre part ou de façon plus pragmatique, on adapte le contenu des SMS aux familles. Il y a des familles à qui on n'envoie pas des SMS chaque semaine. Il y a des familles à qui on envoie des SMS mais sans tout dire. Parce que quand je dis aux élèves, tout remonte aux parents, bah non. Parce qu'il y a parfois des parents qui, soit ne croient pas ça en leurs enfants, et il y a des parents qui nous disent en début d'année, écoutez, c'est bien ce que vous faites, mais je ne sais pas si ça va marcher pour mon enfant, parce que mon enfant, c'est un bon arrêt. Et du coup, quand il y a ce genre de phrase qui est très dure, du coup, on accompagne les parents vers, écoute, ton enfant, c'est un être humain, donc il a une dignité et il peut évoluer et il a besoin de ça pour grandir. Enfin, il a besoin que tu crois en ça aussi. Et ça va te faire du bien aussi de croire que ton enfant n'est pas juste un nul. Enfin bon, du coup, d'essayer de l'accompagner vers ça. Mais du coup, on adapte vachement le lien avec les familles parce que, en effet, la famille est aussi un lieu de névrose ou de relations parfois toxiques. Autre exemple typique, pression sur les notes, tout à fait, ou alors sur l'orientation. Il y a parfois des parents qui ont fait des études supérieures et qui projettent leurs angoisses ou qui n'ont pas fait d'études supérieures. Ben, c'est parfois des parents qui n'ont pas fait, qui sont pas allés jusqu'au bac, qui disent à leur enfant, tu seras médecin mon fils, tu seras architecte mon fils, parce que c'est un bon métier, alors que le gamin n'a pas envie de faire ça. Donc du coup là, notre travail, notre relation avec les familles
va consister davantage à les mettre à distance et à leur faire comprendre que là, peut-être que vous comprenez, quand vous voulez ça, je comprends tout à fait, mais le risque, c'est qu'il fasse quelque chose qu'il n'a pas tout à fait envie de faire. Et si il le fait alors qu'il n'a pas tout à fait envie de le faire, il va être malheureux. Du coup, vous serez malheureux parce que vous voulez le bonheur de votre enfant et il va vous le reprocher. Donc, dans quelques années, vous risquez d'en souffrir beaucoup et lui aussi. Donc là, il faut lui laisser davantage de place, etc. Donc, en gros, le geste général est de travailler avec les familles. Mais une fois qu'on a les familles, du coup, on s'adapte, on essaye de les faire se déplacer. Nous-mêmes, ça nous déplace. Et donc, du coup, les choses sont très complexes. C'est vrai que pas forcément le temps ou pas forcément la possibilité de pouvoir le dire. Mais en effet, il y a des familles pour qui les parents ne peuvent pas être des aides. Nous, on considère que vis-à-vis des élèves, il faut être suffisamment exigeant ou ferme parce qu'on croit en eux, mais du coup, les progrès nécessaires nécessitent des efforts supplémentaires qui parfois nécessitent de froncer les sourcils ou de punir, voilà. Mais dans le même temps, ils ont une dignité, dans le même temps, il faut les respecter. Dans le même temps, on fait ça parce qu'on croit en eux. Donc, dès qu'ils font un petit effort, on les encourage. Et on a besoin que les familles soient sur ce même mode. Donc, le travail avec les familles consiste aussi à leur dire, écoutez, cette façon de voir les choses va tirer votre enfant vers le haut. Et donc, parfois, les parents sont pas en phase. On les amène petit à petit vers cela, même si parfois ça marche pas complètement, mais du coup, on adapte vachement. Alors, je vais poser une question. En fait, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les questions, c'est l'effet chronophage que peut être d'envoyer tous ces messages. Donc, on vous demande tout d'abord combien de temps ça vous prend réellement par semaine, et est-ce que Ouais. vous le faites uniquement avec votre classe dont vous êtes le professeur principal, ou est-ce que vous le faites avec toutes vos classes? Alors, comme je l'ai dit, je le faisais à la base sur la classe dont j'étais professeur principal, mais juste en tant que professeur de SES. Puis mon collègue m'a rejoint, donc on a élargi ça à SES Maths. Puis en parlant avec les collègues, on a récolté des informations qui, du coup, nous ont permis d'élargir notre vision des élèves au lycée et on transmettait aux familles quand les collègues étaient d'accord. Parce que parfois, il y a des collègues qui nous transmettaient les infos en disant, nous, on n'a pas trop envie parce que les parents pensent que c'est contre l'autonomie, etc. Donc, du coup, on respectait tout à fait l'avis des collègues qui parfois ne voulaient pas. D'autres étaient pragmatiques, voyaient que ça marchait bien, du coup, ils disaient OK. Donc, on s'adaptait vachement et donc ça s'est petit à petit étoffé. Maintenant, aujourd'hui, je le fais en tant que professeur de spécialité d'une terminale que je vois 6 heures par semaine, avec qui je prépare l'épreuve du bac, le grand oral, et en tant que professeur de SES pour mes classes de seconde, que je vois 2 heures par semaine. J'ai 8 classes de seconde. J'ai 25 élèves, ça fait 200 élèves de seconde. J'ai chaque année entre 150 et 200 élèves de seconde. Et j'ai 30 élèves à peu près de terminale. Donc j'ai chaque année j'ai à peu près 200 élèves. Cette année, j'en ai 230. Et je travaille avec les familles de chacun d'entre eux. Alors cette affirmation peut faire peur à juste titre. En fait, les collègues qui se lancent ne le font qu'avec une classe, comme nous pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on a généralisé aux autres classes parce que une fois qu'on avait goûté le travail avec les familles, on ne pouvait plus revenir en arrière. Et moi, pour rien au monde, je reviens en arrière. Donc il est vrai que j'ai un mois de septembre qui est très intense. Parce que j'ai appelé les parents de terminale le 31 août, le 1er septembre. Je les ai vus la semaine dernière, je vois les derniers aujourd'hui. Le 10 septembre, c'est bon. On fonce. Rendez-vous en juillet pour la fête de fin d'année. Bon, c'est pas si ça me fait ça. Mais en gros, je vais les tenir au courant. Mais ça y est, il y a la confiance. C'est super. Enfin, il n'y a pas la confiance, mais il y a l'alliance. Petit à petit, il y a la confiance. Par contre, à partir de ce week-end, j'appelle des parents de seconde. Ça me prend 3 heures par classe. J'en ai 8. Donc, j'en fais à peu près 2 par week-end. Et début octobre, j'ai fini. Mais je le fais parce que ce travail-là, qui est chronophage en début d'année, mais encore une fois, hein, les collègues qui nous rejoignent le font pour une classe. Et a fortiori, quand vous êtes professeur des écoles, la question ne se pose pas. Moi, ma femme, qui est formidable par ailleurs, n'a pas juste repris la méthode, elle a pris certains outils de la méthode et elle l'a appliqué à sa façon. Elle est à Sarcelles, en professeur des écoles, donc. Et elle a une classe, du coup. Les collègues qui nous rejoignent le font avec une seule classe. Et en gros, ça prend du temps en début d'année d'aller chercher les parents individuellement et de faire attention aux premiers coups de téléphone quand il y en a ou aux premiers SMS qui sont assez précis, assez personnalisés pour rassurer les parents, pour que la confiance s'installe. Entre fin août et fin octobre, on travaille plus que nous-mêmes il y a quelques années
ou que des collègues qui n'utilisent pas la méthode, c'est sûr. Mais ce temps supplémentaire de travail, cette énergie supplémentaire, s'avère très rentable parce qu'en gros, les élèves, au bout de quelques semaines, se disent, bon, en fait, on va pas avoir le choix, il va falloir faire davantage d'efforts que d'habitude cette année. Ils croient en ce bluff, quoi, qui consiste à dire, cette année, ça va être différent, tout le monde va bosser, tout le monde va y arriver. On leur a répété, ils ont dit, ouais, sauf que les parents les répètent, qu'ils commencent à bosser et ça progresse, et du coup, ils se disent, ah bah, en fait, peut-être que cette année, ça va être différent. Et quand les élèves sont dans cet état d'esprit, enfin, j'ai pas besoin de vous le dire, vous-même vous savez, enfin, tout le monde sait ici, tout enseignant sait que l'état d'esprit des élèves est quelque chose de déterminant vis-à-vis de la qualité de la séance. Une séance peut être complètement ruinée par le mauvais esprit de quelques élèves. À l'inverse, quelques élèves qui participent et une émulation collective peut rendre une séance ou un chapitre extraordinairement fécond et précieux pédagogiquement. Donc, en gros, au bout de quelques semaines, systématiquement, les séances deviennent formidables, avec beaucoup de bon esprit, beaucoup de participation. Et tous les gens qui viennent à Drancy et tous ceux qui sont ici et avec qui je vais avoir un contact au téléphone, si vous voulez, sont les bienvenus à Drancy. Tous les gens qui viennent à Drancy, ils hallucinent. Parce que les cours sont extraordinairement vivants, les élèves bossent, et donc évidemment que derrière ils réussissent tous. Et donc du coup, je dis ça parce que les cours vont beaucoup plus vite, je perds beaucoup moins de temps à courir après les élèves. En fait, ça me facilite de manière considérable ma tâche. Et pour donner l'un des 100 petits points qui peut illustrer cela, ça fait du coup, c'est la troisième année du nouveau bac. Les 2 premières années, il y a eu le Covid, etc. Le programme de spécialité est difficile à finir parce qu'en plus, il y avait le contexte, il est assez lourd, etc. Les épreuves devaient avoir lieu en mars en 2020 et en 2021. Finalement, enfin en 2021 et en 2022, pardon, elles ont été supprimées en 2021 et reportées à mai en 2022. Les 2 années, on a fini le programme en janvier. En janvier, on avait fini. On va beaucoup plus vite parce que justement, le boulot que on a fait en plus, que j'ai fait en plus en allant chercher les parents, rend le reste beaucoup plus rapide. Et donc, au final, à la fin de l'année, je ne travaille pas plus que les collègues, et en particulier les collègues qui ont le courage et l'envie, la passion magnifique de refaire leurs cours, de retaper vachement leurs séquences, de faire des sorties, des voyages, etc. Moi, je suis entouré de collègues qui sont très investis, qui sont pleins d'idées nouvelles, etc. Chaque année, ils se renouvellent. Moi, pas du tout. Je retouche pas du tout à mes cours. Mes évaluations, c'est essentiellement des QCM, donc ça me prend très peu de temps. Donc, du coup, le temps que j'économise là-dessus et que j'économise sur le fait que j'ai plus à courir après les élèves fait qu'à la fin de l'année, je ne travaille pas plus que les collègues. Vraiment, l'idée de la méthode est de ne pas travailler plus, parce que vu notre niveau de salaire, ce sera indécent. On travaille plus en début d'année. Par contre, c'est rentabilisé. En fin d'année, on travaille finalement autant que les collègues. En fait, les collègues bossent plus que nous le reste de l'année, parce qu'au bout d'un moment, ça roule quoi, dans les classes. Et par contre, à la fin de l'année, il n'y a pas un élève qui a échoué, ou alors, même si les premières années, il y avait des élèves qui échouaient. Hein. Les 5 premières années, on n'arrivait pas à avoir 100% de réussite Internet comme en seconde. Il n'y a pas un élève de seconde qui peut dire à la fin de l'année, je suis pas arrivé. Ça fait plusieurs années maintenant. Mais ça a pris du temps. Mais même les premières années où ils n'y arrivaient pas tous, il y avait eu quand même cet espoir, cette espèce de projet. Puis on n'est plus seul. Ça rend tellement, ça sort tellement de la, de la morosité habituelle ou du sentiment de frustration ou d'impuissance. Surtout que ça, même si on travaille pas plus que les collègues, moi je serais prêt à travailler plus que les collègues pour avoir ça, mais il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de travailler plus. Il n'y a pas besoin de travailler plus que ça, on travaille déjà assez. L'idée c'est de travailler autrement. Que les familles travaillent plus pour faciliter notre vie. Merci Jérémy. Alors, on arrive au terme de la conférence. Du coup, pour conclure, je vais vous laisser répondre à une question qui est arrivée plusieurs fois. C'est comment on vous rejoint? Euh, comment on peut suivre du coup votre méthode? Donc, est-ce que vous pourriez rappeler le mail que vous avez donné tout à l'heure et puis rappeler le nom de votre expérimentation pour vous retrouver également. Mais non, ça fait un peu, c'est l'instant promo. Il y a des gens sur Twitter, bon, après Twitter, bon, c'est Twitter. Et du coup, il y a des gens qui ont ironisé en disant, bah, rejoins le projet, tu vas pouvoir consacrer 6 mois de salaire pour acheter la méthode magique de Fontanieu. Et du coup, tu seras libéré. C'est marrant, c'est injuste, mais c'est marrant.
Il n'y a pas de souci. Projet pour réconciliation @gmail.com. Je sais pas si c'est à l'envers. Non, c'est parfait, mais je la note en plus dans le chat, comme ça tout le monde pourra voir. Non, via Facebook ou via Twitter. Moi, je n'utilise pas du tout les réseaux sociaux, mais en fait, on a créé des réseaux pour ça. Donc, vous pouvez m'envoyer un MP, vous pouvez m'envoyer un mail, projet.réconciliation@gmail.com. Bon, c'est vraiment. Abonnez-vous, c'est des influenceurs. Euh, N'oubliez pas de cliquer sur la Le petite petit pouce bleu. pouce bleu, s'il vous plaît. Donc, tout est gratuit, évidemment. Et le bouquin que tu as évoqué, que vous avez évoqué, pardon, et qui sort là, il y a un livre, il y a un film qui sort dans quelques mois qu'on a tourné avec les élèves, qui va sortir au cinéma et qui est extraordinaire. C'est un film complètement artisanal, amateur, mais qui montre en fait une promotion du projet et c'est hallucinant, c'est trop beau. Et on va le présenter un peu partout en France. Il va y avoir des avant-premières avec des débats, etc. Il va sortir au cinéma. Euh, on ne touche, David et moi, pas un seul euro du livre et du film. Pour nous, il est hors de question, il serait indécent de gagner de l'argent, alors que nous, on a le sentiment d'avoir été très chanceux de rencontrer ces familles-là, ces élèves-là, puis de se rencontrer lui et moi. Tout ça est beaucoup dû à la chance, et donc il serait indécent de gagner le moindre euro. On a créé une association réconciliation avec un compte bancaire qui du coup reçoit l'argent qui est tiré de ça. Et en fait, cet argent permet de financer les billets de train des collègues qui viennent à Drancy, de moi qui leur rends visite, parce qu'on a fait ça l'année dernière. Il y a, en juillet dernier, on avait fait une fête de fin d'année comme chaque année au lycée. Et on a invité cette fois-ci tous les collègues du projet Réconciliation qui avaient envie de venir. Et du coup, on leur a payé les billets de train pour ceux qui pouvaient. Et je vous montre la photo, dont je suis très fier. C'était du coup, est-ce qu'on voit ou pas? Putain, on voit pas du tout ça. Contre-jour, c'est Ouais, c'est très saturé. du coup, bon, c'est un massacre. Mais en gros, excusez-moi, je ne suis pas du tout techniquement. C'était super et il y a plusieurs collègues qui pouvaient pas mettre 100 balles aller-retour. Donc, du coup, l'argent de l'association sert à ça. Ok, super. Alors, Voilà. il y a une dernière question, je vais me permettre d'y répondre si ça vous dérange pas. C'est est-ce qu'il y aura une fiche guide sur léa.fr? Donc, en fait, ce qui va se passer cette année, c'est que vous pouvez soit aller rejoindre le groupe Réconciliation de Jérémy et donc appliquer tout ce qu'il vous a décrit aujourd'hui. Reprendre à votre façon. Comment? Moi, je dirais pas appliquer, je dirais reprendre, s'approprier. Oui, ça, Mais, et s'approprier, oui. Et alors, sur Léa, on va avoir aussi un groupe de travail. Donc, vous allez recevoir, il est d'ores et déjà en ligne sur Léa, donc vous pouvez le retrouver. Et dans ce groupe, on va vous proposer différents outils, conseils de coéducation à tester dans votre classe. Donc, il y aura Jérémy également qui interviendra sur ce groupe. Il y aura également Pierre Perrier, donc, qui est chercheur à l'Université de Rennes et différents enseignants qui viendront donner des conseils pour vous aider à les appliquer dans votre classe. Donc voilà, il y a à la fois le groupe de Jérémy et à la fois un groupe sur léa.fr qui va se lancer très prochainement. Et comme Jérémy, on vous encourage surtout à avoir un contact avec les parents le plus rapidement possible dans l'année pour pouvoir justement avoir créé ce lien dès le début. j'ai Euh, envoyé, ça se voit dans le chat, j'ai oui, envoyé. c'est bon, c'est Ok, bon, je l'ai mis à l'écrit parce que c'était quand même un c'est peu cheap. parfait. Ouais, en fait, sur le Léa.fr, en gros, moi, j'en ferai partie. Et euh, sur le groupe Facebook, les professeurs qui nous ont rejoints, j'ai eu une discussion avec chacune d'entre eux, ce qui pour moi est important. Alors, on me dit que quand on sera 200, je ne pourrai plus, c'est possible, mais pour l'instant, je veux le faire. Et donc, du coup, c'est un peu engageant. Il y a des collègues qui n'ont pas envie d'échanger au téléphone, et je le comprends, je le respecte absolument. Et donc, c'est pour ça aussi que le groupe Léa.fr, non seulement peut être complémentaire du fait que vous rejoignez la secte, là, la réconciliation, et dans le même temps, ça peut être aussi une alternative super parce que c'est moins engageant et qu'il y a des outils qui vont être de manière davantage explicite Oui, donnés
Alors que c'est vrai que moi, j'ai pas trop envie, je vous prie de m'excuser, de les transmettre là. J'aurais pu les balancer sur un site, vous donner l'adresse, etc. Et j'ai pas envie parce que je préfère que ce soit accompagné d'avertissements ou du fait que chacun se sente aussi accompagné parce que je suis là. Bon, après, comme je l'ai dit, il y a un côté contrôle fric en moi qu'il faut que je parvienne à. Je contrôle rien du tout d'ailleurs. Eh bien, on arrive au terme de cette conférence. Merci beaucoup, Jérémy, d'être intervenu aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les personnes qui. Pardon pour les questions, j'ai vu plein de questions, je suis désolé. Oui, on pourra faire un condensé des questions et on demandera à Jérémy d'y répondre pour celles qui n'ont pas été répondues. Merci beaucoup à tous. Très bonne fin de journée. On se retrouve très rapidement sur léa.fr pour ce groupe de coéducation et aussi pour de nouvelles conférences. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, merci à tous.